Bonjour à tous. Je veux remercier les organisateurs de cette session de m'avoir invité à faire partie de la journée et aussi de m'avoir proposé le défi de faire ma présentation en français. Donc, je vais vous parler aujourd'hui sur l'évolution des événements extrêmes du niveau de la mer. On a vu déjà plusieurs présentations hier sur les événements extrêmes du niveau de la mer. Et on sait par exemple quelles sont les principales contributions. Les marées astronomiques, c'est un, c'est très important. Les cycles saisonniers aussi. Et ce qu'on appelle ici les bas fréquences, dans ce papier de Marc Merrifield et collègues récents, qu'on peut appeler aussi les niveaux moyens de la mer. Et finalement, les hautes fréquences, c'est la même chose qu'on dit les surcotes. D'accord? On est intéressé à voir quelle est l'évolution temporelle précisément de cette partie-là, de les surcotes. Quand on voit tous les niveaux extrêmes, toutes les observations, et on fait une tendance linéaire, on observe qu'en fait, il y a des tendances linéaires normalement positives partout. Mais si on enlève le niveau moyen de la mer, on se trouve que la plupart de ces tendances, ils deviennent non significatifs. Ça veut dire que les événements extrêmes du niveau de la mer, ils sont liés aux montées du niveau moyen de la mer. Donc, on se pose la question de est-ce qu'il y a aussi un changement de cet événement extrême qui ne sont pas liés au niveau moyen de la mer? Il paraît indiquer ici que la réponse est non, mais ça veut dire vraiment que les modèles linéaires, peut-être, ce n'est pas les meilleurs modèles pour décrire comment sont ces changements. D'accord? Les indices qu'on a sont très pauvres. En fait, les derniers rapports de l'IPCC, il dit clairement qu'il n'y a pas suffisamment confiance dans les tendances de les tempêtes qui sont à l'origine de cette surcote. Donc, on était motivés par cette question et on a vu qu'il y a de différentes méthodes pour explorer comment sont les changements dans les niveaux extrêmes. Il y a des méthodes, par exemple paramétriques. On a vu déjà qu'une façon de trouver comment sont les distributions des extrêmes, c'est d'utiliser une distribution théorique et avec les données, ajuster les données empiriques à une distribution théorique. Et comme ça, si la distribution théorique a quelqu'un paramètre qui peut évoluer avec le temps, comme ça, on aura comment évolue la distribution avec le temps. Ça, c'est une méthode paramétrique. Et des autres méthodes non paramétriques, par exemple celui ici, d'un papier récent de Valence Chambers, ils sont choisir de différentes fenêtres de temps et pour chaque fenêtre, ils sont ajustés la distribution empirique des extrêmes avec une distribution théorique. Et comme ça, on a encore une fois la distribution théorique des extrêmes qui évolue avec le temps. Il y a une chose que toutes ces méthodes ont en commun. Et ça, c'est que tout se base sur la maximisation de la fonction de vraisemblance. Et ça peut marcher ou ne peut pas marcher. Ça dépend vraiment des données qu'on a. Il ne peut pas converger, surtout si on a très peu de données. Et ça, c'est précisément le cas des événements extrêmes, parce que par définition, ils sont des événements rares. D'accord? Donc, ça, c'est la motivation pour ma présentation. Et ici, je vais commencer. Qu'est-ce que c'est le travail qu'on a fait dans ce contexte? Je vais commencer pour vous présenter comment sont les données qu'on a utilisées et les contrôles de qualité, que c'est très, très, très important quand on utilise des séries longues. Et après, un peu de méthodologie, quelques mots. On ne va pas aller au détail parce que je crois que je ne vais pas avoir le temps. Mais si vous avez des questions, j'ai quelques équations préparées pour les répondre. Et je crois que c'est plus intéressant de passer aux résultats. Je vais vous montrer comment sont les changements pour les intensités des extrêmes et aussi pour les occurrences des extrêmes. Et comme tous les deux, il montre une cohérence à la grande échelle spatiale. Et après, finalement, quelques conclusions. Donc, quelles sont les données qu'on a utilisées? On s'est basé sur la base de données des niveaux de la mer, des marégraphes horaires, qu'on appelle GESLA. C'est une base de données qui a été assemblée par le professeur Phil Woodward il y a déjà quelques années. Et il consiste presque 700 stations horaires de différentes qualités et longueurs.
On a choisi les stations qui sont plus longues de 50 ans et avec une complétude raisonnable, 70%, et il nous reste 123 stations. Et après, on a enlevé les marées astronomiques, les cycles saisonniers, le niveau moyen de la mer, et pour chacune de ces stations, on a fait un contrôle visuel de qualité très long, très tedieux et très détaillé. Et pourquoi? C'est une passe longue, mais c'est basique, c'est très important. Parce que si on ne le fait pas, on trouve des choses comme ça, par exemple. Ça, c'est à Brest. Et cette ligne-là montre les résidus après avoir enlevé les marais, les niveaux moyens et tout. Et on trouve même un signal qui est clairement associé à la marée. Ça, c'est un problème de l'horloge, de marégraphe. D'accord? Si on ne le voit pas, on prend ça comme un extrême. Il n'y a pas d'extrême ici. Il faut l'enlever à main. Des autres choses qu'on peut trouver, par exemple, sont tsunamis. Ça, c'est un vrai extrême, mais ils ne sont pas liés à l'origine, les forces atmosphériques. Donc, on n'est pas intéressé parce que les tsunamis, ils suivent, ou peut-être ils suivent une autre distribution. Et on peut trouver un cas comme celui-là. Ça, c'est un vrai extrême. Ça, si on ne le voit pas bien, on peut les confondre avec un spike. Mais c'est un vrai extrême. C'est Hurricane Ike à la côte du Texas. Donc, il faut les garder. D'accord? Finalement, on a enlevé tous les séries pour lesquels ils n'ont pas la qualité qu'on voudrait. Et on a resté avec 77 séries qui sont distribuées globalement. Et ici, globalement, vous dire la plupart des séries, pour des raisons historiques qu'on a déjà discutées, sont aux côtes européennes et de l'Amérique du Nord. Mais c'est ce qu'on a et il faut travailler avec ça. Après, pour chacune de ces séries, on a fait deux échantillonnages différents. Un pour les intensités des extrêmes et un autre pour les fréquences des extrêmes. Pour les intensités, on a choisi les 5 valeurs les plus grandes pour chaque année. Et je parle toujours de les surcotes. On n'oublie pas qu'on a déjà enlevé les marées et tous les niveaux moyens. Et pour les fréquences, on a compté les numéros d'événements qu'il y a chaque année et qui ont surpassé un certain threshold. D'accord? On a utilisé 3 parce qu'il peut arriver que les événements les plus forts, il a un comportement différent que les événements modérés. D'accord? Et on a analysé les deux sets de données d'une façon différente. On se base sur une approche bayésienne pour les deux bases de données qu'elle s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est State Space Models. D'accord? Ça consiste en une série d'observations, c'est là, qui sont liées à une série d'états qui ne sont pas observés. Et ils sont liés par des équations. Une équation d'état qui décrit les comportements des états et une équation d'observation qui décrit ou qui lie les observations avec les états. D'accord? Ça, c'est très, très générique. Je ne vais pas aller au détail. Mais simplement, je veux dire que l'objectif, c'est d'avoir la probabilité des états si on a les observations, toutes les observations. Mais quels sont ces états? Bon, ça dépend des systèmes qu'on veut étudier. Par exemple, pour nous, les états de la intensités, ils sont associés à les fonctions de distribution. On a vu déjà quelques exemples avec la fonction de Pareto. Moi, j'utilisais la fonction Jeff, mais c'est équivalent, c'est la même chose. Il y a cette fonction en des paramètres. Notre état, ça sont 7 paramètres. Donc, on va avoir 7 paramètres, l'évolution temporelle de 7 paramètres avec les données. Et on calcule aussi les incertitudes parce que c'est une probabilité. D'accord? Et par contre, pour les occurrences, la loi qu'ils suivent, c'est une loi des Poisson. Donc, l'exposant des Poisson, c'est notre état. D'accord? Comme je dis, je crois que c'est plus intéressant de voir les résultats. Et ça sont... j'ai oublié, les avantages. Il y a 2 grands avantages de cette méthode en front de la maximisation de la fonction de vraisemblance, à part de la robustesse, c'est très robuste. On ne fait aucune assumption sur la variabilité temporelle. D'accord? A priori, il est inconnu. Et on peut avoir des séries qui ne sont pas complètes
et qui ne sont pas distribués de la même façon dans le temps. Et ça, c'est le type de résultats qu'on a. Ça, c'est pour l'intensité des extrêmes. Les points noirs indiquent les extrêmes pour différentes séries dans différentes régions. Et la courbe rouge, ça sont les niveaux de retour pour 50 années. D'accord, vous voyez ici qu'ils changent avec le temps. Et ils ne changent pas nécessairement dans une façon linéaire. Et la même chose pour le même site avec les changements des événements extrêmes. On peut voir qu'il y a une évolution temporelle dans chaque série pour l'occurrence de cet événement extrême. Donc on a fait ça pour toutes les séries, d'une partie les intensités, d'une autre partie les occurrences. Et on l'a mis tout ensemble. Cette graphe ici, c'est peut-être le plus intéressant que je vais vous montrer. Ici, dans cette axe horizontale, vous savez les temps. Et ici, dans les verticales, vous savez les stations qui sont ordonnées selon son position dans la côte. D'accord? Ce sont des stations qui sont proches l'un de l'autre. Et on voit la chose la plus surprenante, peut-être, c'est qu'il y a une cohérence des stations qui sont proches l'un des autres. Et en plus, il y a une variabilité très claire qui ne suit pas une tendance linéaire. Une autre chose assez surprenante, c'est que quand on fait le même type ça c'est pour les intensités, quand on fait le même type d'analyse pour les fréquences, on trouve cela. Et on peut avoir exactement les mêmes conclusions. Et une autre aussi. Tous les deux, ils se séparent beaucoup. Donc, quand on a plus d'intensité, on a aussi une occurrence plus haute des phénomènes. Les phénomènes plus forts, ils occurrent ensemble, plus proches dans le temps. Donc, on peut dire ici, les extrêmes, ils ne suivent pas un comportement linéaire avec le temps. Les extrêmes, dans son intensité et son fréquence, ils suivent les mêmes variabilités. Et finalement, ils sont à la grande échelle spatiale, il semble qu'il y a une cohérence. D'accord? En fait, cette cohérence à la grande échelle spatiale, c'est une suggestion de quelques liens avec des systèmes climatiques. Donc, on a essayé de trouver des corrélations avec des différents indices climatiques et en fait, on trouve, ça c'est exactement le même ordre de stations et ça sont des corrélations avec différents indices climatiques. Bien sûr, dépendant où sont localisées les stations, ça corrèle avec un index ou un autre. Par exemple, les stations à l'Atlantique, normalement, on trouve des corrélations avec la NAO. Et les stations au Pacifique, on trouve bien sûr des corrélations avec différents indices associés à El Niño. Et c'est intéressant, par exemple, ce cas-là, parce qu'on trouve, comme je dis, on trouve à les stations de l'Atlantique Nord des corrélations avec la NAO. C'est surprenant ou pas? Bon, il est surprenant. On sait déjà qu'il y a une influence très claire de la NAO dans le niveau moyen de la mer à l'Europe. Mais on sait déjà aussi qu'il n'y a pas une influence claire de la NAO à le niveau moyen de la mer à la côte de l'Amérique. Mais est-ce que c'est vrai pour le niveau de la mer moyenne? Ce n'est pas vrai pour les événements extrêmes. En fait, quand on voit l'évolution de surcôte, on voit que dans les deux côtes de l'Atlantique, ils suivent la NAO. Même ça, c'est un exemple avec Marseille et New York. Ce sont les deux séries ici. Et ça, c'est l'évolution temporelle du niveau de retombe de 50 ans. Et en rouge, c'est la NAO, inverse. Donc, tous les deux, ils suivent les mêmes forçages à grande échelle temporelle. Et finalement, ce sont un peu les conclusions. Je voudrais remarquer l'importance d'avoir de bonnes séries quand on travaille avec des extrêmes. Si on ne fait pas un bon contrôle de qualité, c'est très, très facile de se tromper, d'avoir plus d'extrêmes et d'ignorer d'extrêmes qui sont vraiment importantes. Donc, un contrôle de qualité, même si on a 700 séries, ça prend du temps, mais il faut le faire. Sinon, on ne peut pas confier dans les résultats.
C'est long que c'était dur, mais quelqu'un l'a de faire. On a trouvé qu'avec ces méthodes-là, c'est très, très robuste. J'ai beaucoup d'exemples, c'est très robuste pour trouver l'évolution dans un système où il y a très peu d'informations, comme sont les événements extrêmes. Et on a aussi les incertitudes. Avec ça, on peut dire que les changements dans l'intensité et la fréquence des extrêmes, ils varient, ils suivent une évolution cohérente. On peut traduire ça. Beaucoup plus d'extrêmes, ça sera plus fort. Et finalement, les extrêmes, on trouve aussi qu'il y a une cohérence à la grande échelle spatiale. Et ça, on peut traduire finalement ce résultat en disant qu'on trouve l'origine de l'évolution de cet extrême. Merci. Finalement, tous ces résultats sont déjà publiés et vous pouvez avoir des détails dans ce papier-là. Merci beaucoup Martin et bel effort d'avoir fait cette présentation en français.